Bonsoir à tous. Ce soir, nous commençons avec la vie remarquable, sanglante et suspectement poétique de Ragnar Lodbrok. Avant de vous installer confortablement, prenez un moment pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez sincèrement ce que je fais ici. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir qui nous rejoint du monde entier. Maintenant, baissez les lumières, peut-être allumer un ventilateur pour ce doux bourdonnement de fond et entamons doucement le voyage de ce soir ensemble. Vous entrez dans le monde avec toute la précision historique d'une énigme brumeuse. Pas d'acte de naissance, pas de pierre de run sculptée, pas même un bon consensus de saga. Un instant, tu es un garçon sur un fjord, le prochain votre Ragnar Lothbrok, future terreur de la côte anglo-saxonne. Honnêtement, c'est beaucoup à vivre pour un enfant qui pense encore que la mousse est une collation. Votre père pourrait être un petit roi ou tout simplement mesquin. Certains disent qu'il a gouverné la Suède, d'autres disent le Danemark. Et quelques poètes, étrangement ivres, affirment qu'il n'a gouverné absolument rien sauf ses chèvres. Votre mère peut être noble, peut-être mythique, peut-être juste quelqu'un qui a raconté des histoires au coucher impliquant des trolls et a décidé d'en élever un. Toi, petit Ragnar, tu es déjà un inconvénient pour la clarté historique. La vie dans vos premières années est pour le moins rustique. Huttes froides et humides, poissons pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Tu apprends à balancer une épée en bois avant d'apprendre à lire. Non pas que l'alphabétisation soit particulièrement encouragée. Il est difficile d'écrire de la poésie quand vos mains sont pleines de moutons en draille. Au moment où vous êtes assez vieux pour marcher sans tomber dans la neige, vous avez également appris à ne pas poser trop de questions. Si un homme avec un œil et 12 cicatrices dit que votre destin est de devenir un grand guerrier, vous hochez la tête et dites merci. Même s'il sent le harengue avarié et n'a pas cligné des yeux depuis l'hiver dernier. Votre premier véritable titre de gloire vient d'une déclaration de mode. Vous fabriquez des pantalons à partir de la peau velue d'une bête. Peut-être un ours, peut-être juste une chèvre très en colère. De toute façon, le surnom colle, Lothbrok. Brèche poilu, pas le Swift, pas les courageux, juste un pantalon, pourtant vous le faites fonctionner. Tu les portes fièrement, vous les portez au combat, tu les portes pour dîner. Les gens parlent, tu t'en fiches, tu es déjà à mi-chemin pour devenir une légende. Et l'autre moitié n'attend que vous pour inventer le concept de surcompensation. La nuit, vous vous asseyez près du feu et écoutez des histoires d'Odin, de Thor et de guerriers qui se rendent au Valhalla sur des vaisseaux de flammes. Tu regardes fixement dans les braises et quelque chose à l'intérieur de toi sait. Un jour, ils raconteront des histoires sur toi. Vous espérez juste qu'ils obtiennent votre pantalon correctement. Vous ne vous souvenez pas de votre première promenade en bateau, mais votre dos le fait toujours. Cela a probablement commencé lorsque votre père ou votre oncle, ou un voisin vaguement intoxiqué, avec des mains calleuses et trop de temps libre, a poussé un minerai de la taille d'un enfant dans votre paume et a dit « Ro mon garçon ». Aucune explication, aucun encouragement. Il suffit de ramer ou d'être laissé pour compte. Les Vikings ne font pas de flottaison. Le navire est un long navire, mais il semble plus long lorsque vous avez 5 ans et que vous ramez à côté d'hommes nommés Skullsplitter et Eric le Flatulent. Vous vous asseyez sur un banc en bois humide pendant 12 heures, ramant au rythme d'un homme qui frappe un tambour comme s'il était en colère contre le rythme lui-même. Vous développez des ampoules. Ensuite, ces cloques développent leurs propres cloques. Félicitations, vous faites maintenant officiellement partie de l'équipage. Les repas en mer se composent de poissons séchés, de sel et d'une légère dissidence. Vous apprenez rapidement que la mer ne se soucie pas de l'héroïsme de votre future légende. Il fait froid, c'est mouillé, et ça sent comme les sous-vêtements de tous les Vikings. La bonne nouvelle, vous vous y habituez. Les mauvaises nouvelles, on s'y habitue. La navigation est un mélange d'intuition, d'étoiles et de pure obstination nordique. Si vous naviguez vers l'ouest et heurtez quelque chose, c'est soit la terre,
soit une baleine. De toute façon, vous le pillez. Entre les périodes d'aviron, vous avez un premier aperçu des contes de feux de camp vikings, des souvenirs ivres de batailles, de bêtes et de rencontres bizarres avec des moines qui ne peuvent pas se battre et ne se rasent pas correctement. Vous écoutez largement, vous vous demandez si vous aurez un jour votre propre histoire racontée dans mes couloirs, idéalement avec moins de mention du mal de mer. Vous apprendrez également quelques règles clés du viking. Ne jamais faire confiance à un saxon avec du vin. Sécurisez toujours votre casque avant de sauter du navire. Et si les dieux vous donnent un bon vent, ne demandez pas pourquoi, faites un raid. À l'adolescence, vos bras sont plus forts que la plupart des bœufs adultes et votre sens de l'orientation est étrangement précis, même en cas de commotion cérébrale légère. Vous avez résisté à votre première tempête. Vous avez renfloué l'eau dans la panique, vous avez vomi sur les bottes d'un chef et avez survécu d'une manière ou d'une autre à l'expérience. Tu n'es plus seulement un garçon avec un pantalon poilu, vous êtes un viking avec des jambes de bateau, une haleine de poisson et un appétit croissant pour la gloire. Et tu n'es même pas encore sorti de la puberté, tu y es enfin arrivé. Vous avez traversé des mers glaciales, mangé suffisamment de morues séchées pour être qualifié de partisan. Et maintenant, enfin, vous le voyez, un monastère paisible, calme, absolument grouillant d'hommes désarmés et vêtus de robes qui n'ont même jamais vu une hache de près. Vous êtes sur le point de devenir une note de bas de page très traumatisante dans leurs manuscrits enluminés. Vous battez le long navire à l'aube parce que s'il y a une chose que les Vikings aiment plus que l'or, c'est le timing dramatique. La brume arrive, les oiseaux se dispersent. Un moine laisse tomber sa cuillère en bois au ralenti. Vous chargez en criant quelque chose de vaguement héroïque. Pour être honnête, c'est surtout du bruit. Vous êtes ici pour les chalissés d'argent, la nourriture exotique et le frisson des gens terrifiants qui prient au lieu de se battre. Le monastère est sans défense. Ces hommes croient en la paix, la charité et l'obéissance scripturaire. Toutes les qualités utiles pour s'occuper d'un potager, mais pas si utiles lorsqu'un homme poilu avec une hache de guerre enfonce votre porte. Vous les trouvez agrippant des reliques, criant du latin et dans un cas, se cachant derrière une pile de poissons séchés. Vous n'êtes pas impressionné, mais vous êtes intrigué par leurs gobelets brillants et leurs coupes de cheveux bizarres. Vous demandez à l'un d'eux où se trouve le trésor. Il se met à chanter. Vous supposez que c'est une chanson de guerre et renversez une table pour faire bonne mesure. De l'or est trouvé, du pain est pris, et un moine très confus se retrouve dans votre bateau, non pas en tant que prisonnier en soi, mais en tant que pièce de conversation. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un d'aussi terrifié et aussi poli à la fois. Vous rentrez chez vous avec votre butin, votre moine et votre réputation améliorée de ce type, aux pantalons étranges, au cauchemar de la chrétienté. Les bardes commencent à composer des vers sur votre raid. Ils se trompent sur la plupart des faits, bien sûr. Apparemment, vous êtes monté sur un loup et avez combattu une douzaine de gardes à lui seul. Vous ne les corrigez pas. L'embellissement fait partie de la marque. De retour à la maison, tu me sirotes pendant que ton moine regarde un renne avec une horreur existentielle. Tu as ouvert une porte entre deux mondes, l'un de fer et de givre et l'autre de parchemin et de cloche. Tu ne tombes pas amoureux. Vous le pillez. Une minute, vous pillez un village côtier tranquille. La suivante, vous proposez maladroitement le mariage à une femme tenant une lance et une rancune. Elle s'appelle l'Agatha. Elle se bat mieux que la plupart de votre équipage. Et on dirait qu'elle se baigne plus d'une fois par mois. Vous êtes frappé ou commotionné, peut-être les deux. La gagner est compliquée. Elle vous fait prouver votre dévouement en tuant un ours et un chien avec rien d'autre qu'un bâton et la confiance d'un homme qui ment professionnellement. Vous réussissez, mais à peine. Elle accepte de vous épouser, même si on ne sait pas si c'est par affection ou par curiosité pour savoir combien de temps vous survivrez. La vie conjugale est mouvementée. C'est une jeune fille, bouclier. Vous êtes un agriculteur à temps partiel, cauchemar de moine à temps partiel.
les arguments sont réglés avec des axes. L'affection se manifeste en ne se poignardant pas avant le petit déjeuner. Romance est un duel qui se termine par une respiration lourde et une odeur de ragoût de chèvre. Finalement, vous faites ce que tous les hommes des sagas médiévales font lorsque les relations deviennent difficiles. Tu pars. Pour être honnête, l'Agatha a probablement menacé de mettre le feu à votre lit, et vous avez décidé que la diplomatie était mieux gérée depuis un autre pays. Entrez dans Thora, une femme noble, belle, royale, légèrement maudite. Elle est gardée par un serpent, non pas métaphoriquement, un vrai serpent géant. Les hommes locaux essaient de gagner sa main et finissent par manger des serpents. Toi, toujours romantique, prends ça comme un défi. Vous vous présentez avec ces fameuses brèches poilues et une lance acérée. Tuez le serpent et récupérez à la fois la fille et la mise à niveau du surnom. Maintenant, tu es un serpent Ragnar dans les yeux, papa en quelque sorte. Les prophéties tourbillonnent comme un brouillard froid autour de votre couvée en pleine croissance. Un de tes fils gouvernera le monde. Un autre tuera peut-être un dragon ou un évêque. C'est très flou. Les prophéties médiévales ne viennent pas avec des notes de bas de page. Entre les mariages, les prophéties et plus d'enfants que vous ne pouvez en nommer avant que le mois ne s'estompe, votre vie personnelle commence à ressembler étrangement à un mythe en cours. Vous ne savez pas si vous construisez une famille ou fondez une dynastie, mais de toute façon, il y a beaucoup de cris, beaucoup de destins, et au moins une vision impliquant un arbre saignant de son tronc. Vous ne demandez pas, vous hochez simplement la tête solennellement comme un homme sage ou très fatigué. Il n'y a pas d'inauguration, pas de couronne, pas de musique dramatique. Vous devenez roi à la manière traditionnelle viking, en étant légèrement moins tuable que tout le monde. Une minute, vous êtes debout sur un tas de butin, les gens suivants vous appellent le roi Ragnar, principalement parce que vous avez plus de bateaux qu'eux et que vous n'êtes pas mort depuis un moment. Ce n'est pas un titre formel. La politique viking se situe quelque part entre Game of Thrones et une bagarre dans une cour d'école. Être roi signifie surtout que vous devez plus de faveurs et que tout le monde s'attend à ce que vous payiez pour moi lors des fêtes. Mais bon, tu prends la grande chaise au dîner et les gens écoutent quand tu cries. Alors tu prétends que ça en vaut la peine. Votre domaine, techniquement, le Danemark. De manière réaliste, quelle que soit la partie du littoral que vous n'avez pas récemment brûlée, le concept de frontière est toujours en développement. Et votre carte n'est qu'un morceau de cuir humide avec des notes fâchées griffonnées au fusain. Pour maintenir le pouvoir, vous faites ce que font tous les rois sages. Pillez fréquemment, racontez des histoires inspirantes et ne laissez pas les nobles boire trop près du râtelier d'armes. Vous simulez également votre propre mort 2 fois. La première fois est stratégique. Une ruse astucieuse pour infiltrer Paris en se faisant passer pour mort avec de fausses funérailles et des prêtres confus. La deuxième fois est moins stratégique. Tu disparais juste un peu après un festin particulièrement maladroit où tu as accidentellement insulté 3 comtes, 2 fils et une chèvre. Les gens disent que Ragnar est mort. Ensuite, vous vous présentez dans un bateau comme si de rien n'était. Cela devient un modèle. Finalement, même vous perdez la trace de savoir si vous êtes techniquement au pouvoir, en raid, en exil ou à la retraite. Le pouvoir dans la société viking, c'est comme jongler avec des haches enflammées, flashy, chaotique et seulement légèrement fatal si vous êtes bon dans ce domaine. Vous tenez la cour dans une salle enfumée pleine de guerriers, d'ivrognes, de poètes et de ce type qui continue de défier tout le monde de se battre pendant les repas. Les lois sont votées en criant. Les différends sont réglés par des bijoux et des demandes en mariage, souvent indiscernables des négociations d'otages. Pourtant, vous sentez quelque chose remuer, un sentiment que votre royaume désordonné et chaotique fait partie de quelque chose de plus grand, que votre saga ne fait que commencer, ou peut-être que c'est juste le hareng fermenté qui agit à nouveau. Vous n'avez pas l'intention de terrifier tout un continent uniquement avec des vibrations. Ça arrive en quelque sorte.
Tu voulais Paris. Il y a des murs, de la richesse, du vin qui n'a pas le goût du regret, et l'avantage supplémentaire d'être français, ce qui signifie que très peu de gens là-bas ont déjà rencontré quelqu'un vêtu d'une peau de loup et hurlant à propos d'Odin avant le petit déjeuner. Votre stratégie, les confondre en soumission. Vous arrivez avec une flotte si importante qu'elle provoque une crise théologique. Les Francs jettent un coup d'œil à vos ventes et commencent à se baptiser les uns les autres par l'eau juste pour être en sécurité. Les évêques locaux rédigent des prières d'urgence. Les nobles fuient vers les tours. Un gars s'évanouirait à l'idée de ta barbe. Mais tu n'es pas seulement là pour brûler des choses, non, tu es là pour performer. Vous commencez petit. Allumettes hurlantes, impromptues devant les murs de la ville. Danse de l'épée sur les bateaux, crânes d'animaux attachés à la proue pour que nous puissions être possédés esthétiques. Vous jetez même quelques têtes décapitées au-dessus des créneaux. Pas pour des raisons tactiques, mais parce que vous pensez que les Francs ont besoin d'excitation. Puis vient votre résistance à la piesta, simulant votre propre mort. Vous vous allongez dans votre long navire, les bras croisés, le visage solennel. Vos hommes commencent à gémir comme si vous aviez été pris par le Valhalla lui-même. Ils demandent à vous enterrer dans la cathédrale chrétienne. En signe de respect, évidemment. Les Francs, pris entre la superstition et la pression des pairs, sont d'accord et ils ouvrent donc les portes. Vous vous levez de votre cercueil au milieu de la cérémonie comme une goule gueule de bois avec des questions fiscales. La foule hurle. L'évêque laisse tomber sa Bible. Et avant que quiconque puisse comprendre ce qui se passe, vous avez attaqué la cathédrale, pillé le trésor et peut-être converti quelques spectateurs par pur traumatisme. Ce n'est pas la guerre, c'est du théâtre. Vous quittez Paris non seulement comme un conquérant, mais comme une légende, une histoire de fantôme, un récit édifiant que les mères chuchotent à leurs enfants. Nettoyez votre chambre où Ragnar remontera le Seine et hurlera chez vous. De retour dans le Nord, vos gens sont impressionnés. Tu n'as pas seulement gagné, tu as marqué psychologiquement un royaume. Vous avez inventé un nouveau type de guerre, déroutant vos ennemis si profondément qu'ils oublient comment fonctionnent les portes. Tu n'es plus qu'un viking maintenant, tu es un mythe en cours. À un moment donné, vous réalisez que piller les monastères côtiers est un jeu d'enfant. Tu es Ragnar Lothbrok, semi-roi, combattant des serpents, mannequin à barbe, et tu t'ennuies. Alors, vous tournez votre regard vers Paris. Pas pour des raisons stratégiques, pas même pour le butin, d'accord ? En partie pour le butin. Principalement parce que Paris est grande, brillante et française et que vous voulez voir ce qui se passe lorsque vous la poussez très fort. Vous rassemblez une flotte de centaines de navires, des milliers de guerriers et aucun plan. Les réunions stratégiques se déroulent en grognant sur des cartes et en discutant de l'endroit où installer les feux de joie. Vos fils arrivent, bien sûr. Bjorn est impatient. Ivar est étrangement enthousiaste à propos des tactiques de siège pour un bambin. Vous naviguez sur le Saint-Esprit comme si c'était votre allée personnelle. Les Parisiens paniquent. Les cloches sonnent, les prêtres crient. Les nobles découvrent ce qui se passe lorsque vous construisez votre ville autour du vin, du pain et de zéro défense contre les fous en cape de fourrure. Votre premier assaut est un viking classique des cris, des haches et des objets enflammés sur les murs. Paris, cependant, s'avère être légèrement plus fortifié que votre monastère côtier moyen. Donc, vous vous adaptez, ce qui signifie que vous criez plus fort et inventez des tours de siège qui tombent pour la plupart. L'innovation est difficile. Au fur et à mesure que le siège s'éternise, vous devenez créatif, vous bloquez. Tu te moques. Vous envoyez des messages en joignant des notes aux flèches. Habituellement, quelque chose comme « Salut, nous sommes toujours là ». Vos hommes commencent à se régaler de cygnes et d'anguilles douteuses.
Le moral reste élevé grâce à la narration, à la consommation d'alcool et aux matchs occasionnels de cris à l'intérieur. Finalement, les Francs offrent de l'argent, beaucoup d'argent, le genre de rançon qui fait lever un sourcil même aux dieux. Vous faites semblant de le considérer surtout pour avoir l'air royal. Ensuite, vous prenez l'or et partez comme prévu après une représentation théâtrale impliquant votre lit de mort, une résurrection surprise et un évêque qui se mouille. Le siège était-il un chef-d'œuvre stratégique? Non. Avez-vous gagné du territoire? Aussi non. Mais tu es entré au cœur de l'empire carolien, tu as frappé à la porte et tu en es sorti plus riche qu'un dragon à la retraite. Le message est clair. Ragnar va où bon lui semble, et Paris dort maintenant avec un œil ouvert. Vous avez attaqué des abbayes, incendié des villes, survécu à des fosses à serpents et engendré suffisamment d'enfants pour démarrer votre propre émission de télé-réalité sur le thème de la guerre. Mais rien de rien ne vous prépare à la cuisine française. Cela commence après le siège de Paris, lorsque les Francs, désespérés de vous empêcher de voler tout ce qui n'est pas cloué et quelques objets qui vous sont offerts en hommage. Des reliques d'or et un festin royal destiné à vous honorer. Vous êtes d'accord, principalement par curiosité et par excès de confiance dangereux. La table est mise. Il n'y a pas de beurre rôti, pas de saucisses sanguines, pas de cornes d'hydromel débordantes de gloire. Au lieu de cela, vous êtes accueillis par du pâté. Il est décrit comme une pâte de viande délicatement assaisonnée. Ça a le goût de quelqu'un qui chuchote du poulet sur un bol de boue. La texture vous rappelle des choses que vous grattiez habituellement de vos bottes après une bataille pluvieuse. Ensuite, les escargots. Tu supposes que c'est une blague. Vos guerriers vous attendent pour rire. Mais non, ce sont des escargots cuits avec des herbes exprès. Apparemment, cela est considéré comme un mets délicat. Vous en essayez un par politesse. Ça glisse dans ta gorge comme de la culpabilité. Tu avances plein d'espoir. Un plat arrive, sentant vaguement le fromage et la punition. C'est une meule molle et mûrie, vieillie dans le sous-sol d'un moine, probablement à côté du squelette de celui qui a osé la manger en premier. La saveur est mieux décrite comme violente. Tu demandes de la bière. Il vous donne du vin mince, aigre, rouge, comme de la boue de champ de bataille. Vos guerriers essaient d'en profiter, mais finissent par inventer des mots de malédiction entièrement nouveaux à la place. Un homme pleure. Le pain est bon jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il contient des raisins secs. Vous envisagez de brûler la table. Pendant ce temps, vos hôtes sourient fièrement, en supposant qu'ils vous montrent la civilisation. Vous envisagez de répondre par une décapitation polie, mais optez pour hocher la tête et mâcher très lentement, comme si c'était ainsi que les dieux du Nord expérimentèrent la saveur. Plus tard dans la nuit, vous et vos hommes vous retirez en sécurité sur vos longs navires et cuisinez quelque chose de plus familier, à savoir de la viande non assaisonnée, carbonisée, fiable. Vous êtes tous d'accord pour ne plus jamais parler de l'incident de l'escargot. Tu es venu pour la conquête, vous partez avec des brûlures d'estomac. Dans les sagas, ils chanteront vos raids, vos batailles, votre ruse, mais ils ne connaîtront jamais la véritable terreur à laquelle vous avez été confrontés ce jour-là. Cuisine franque et raffinée, vous avez conquis des terres, déjoué des rois et terrifié des prêtrisses entières. Mais vous avez également commis l'erreur viking classique de reproduire avec enthousiasme et sans retenue. Tu as tellement de fils, tu commences à oublier lesquels sont de quelle femme. Il y a Bjorn Ironsid, solide, fiable, mâchoire forte, peut-être allergique aux chemises. Ensuite, il y a Ivar le Dessaucé qui marche comme une énigme et parle comme un prophète avec des problèmes de colère. Et n'oubliez pas le serpent siguré dans l'œil qui, comme son nom l'indique, a un œil bizarre et met tout le monde mal à l'aise au dîner. Et ce ne sont que les nommés. Vous essayez d'être un bon père ou du moins un père présent, ce qui, en termes vikings, signifie que vous leur apprenez à tuer efficacement, à ramer dans l'évier et à ne jamais faire confiance aux Anglais. Vous leur racontez des histoires de gloire et de Dieu
sur la façon dont vous avez combattu les serpents de mer, porté des peaux d'ours et peut-être simulé votre mort 1 ou 2 fois. Le problème, c'est que vos fils écoutent réellement. Bjorn s'envole pour devenir une légende en Méditerranée. Evar commence à tracer une domination à l'échelle de l'Empire avant la puberté. Witzer n'arrive pas à décider s'il veut être poète ou criminel de guerre. Hubert veut juste que tout le monde s'entende, ce qui est adorable. Le vrai problème, vous avez donné naissance à une dynastie de berserkers Stypia. Chaque réunion de Mid-Hall se transforme en un conseil stratégique. Chaque fête de famille est un argument pour savoir qui mérite quel royaume. Une fois, vous avez essayé d'organiser un raid de liaison père-fils et vous avez fini par arbitrer 3 duels distincts avant le petit déjeuner. À un moment donné, vous envisagez sérieusement de simuler à nouveau votre mort. Cette fois, juste pour faire une sieste. En vieillissant, vous réalisez que votre légende est en sécurité. Pas à cause de vos actes, mais parce que vos fils marchent, brandissant des campagnes de marketing pour la saga de Ragnar. Vous avez engendré non seulement des enfants, mais aussi des intrigues. Des lignées destinées à la guerre, à gouverner et parfois à se poignarder mutuellement pour le sport. Il s'avère que l'héritage viking consiste principalement à gérer les traumatismes générationnels avec des haches. Pourtant, au fond de toi, tu es fier. Bien sûr, ils pourraient brûler la moitié de l'Europe et être en désaccord sur littéralement tout. Mais ce sont vos petits seigneurs de guerre et un jour ils crieront votre nom de l'autre côté des mers, même s'ils ne s'entendaient pas sur la façon de le prononcer. Un matin après un énième rêve où Odin vous donne de vagues conseils et un corbeau insulte votre barbe. Tu te réveilles fatigué. Pas fatigué au combat, pas le mal de mer ou la gueule de bois, bien qu'aussi cela soit juste fatigué existentiellement. Vous vous asseyez près du feu pour affûter une lame qui n'a plus besoin d'être affûtée. Et pour la première fois dans votre vie chaotique, en esquivant les serpents, en vous moquant de l'évêque, vous pensez à l'héritage. Vous vous demandez « ai-je changé le monde ou l'ai-je simplement poignardé de manière créative ?» Bien sûr, vous avez attaqué des royaumes, pris d'assaut Paris et transformé des monastères côtiers en guichets automatiques vikings. Mais quel bâton! Les érudits se souviendront-ils de vos victoires ou simplement vos échecs les plus flamboyants? Comme cette fois où tu as essayé de simuler ta mort dans une charrette à foin et éternuer en plein éloge funèbre. Vous pensez à vos fils, forts, dangereux et terriblement ambitieux. Vous avez élevé une génération d'hommes qui conquériront le monde ou transformeront les dîners de famille en vendetta. De toute façon, ils se souviendront de vous, probablement en discutant de qui tu aimais le plus. Tu ne l'as pas fait, tu avais également peur de tous. Vous vous souvenez de Latter, la jeune fille bouclier qui une fois vous a jeté une hache à la tête et l'a en quelque sorte rendu romantique. Vous vous souvenez d'Alag et de ses prophéties, et comment ses fils n'ont jamais tout à fait cligné des yeux comme des enfants normaux. Tu te souviens de beaucoup de femmes honnêtement. Tu étais occupé, mais surtout, tu te souviens de la mer, de la poussée du vent dans ta barbe, du rugissement des eaux sur l'eau, de la façon dont ton cœur battait plus vite, juste à l'idée de nouveaux rivages à brûler. Tu souris, tu ne regrettes pas grand-chose, peut-être cet escargot. Ensuite, comme tous les bons nordiques, vous vous débarrassez de la sentimentalité. La réflexion est au-delà pour les rois avec des pensions. Votre Ragnar. Votre histoire n'est pas racontée à voix basse autour du foyer. Il rugit dans mes couloirs par des hommes ivres avec de mauvais souvenirs. Pourtant, c'est une bonne idée que longtemps après que vos os soient en poussière et que vos fils se disputent votre collection de haches, quelqu'un quelque part chuchotera votre nom puis ajoutera « Attendez, n'est-ce pas lui qui a été jeté dans une fosse à serpents ? Oui, il l'était, mais nous y reviendrons bientôt. Avouons-le. » Lorsque vos passe-temps incluent des raids sur des royaumes, se moquer de la royauté et faire semblant d'être mort pour un effet dramatique, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un se lasse de vos bêtises. Cette personne s'avère être le roi Ella d'un Bréanor, l'équivalent humain d'une rancune gravée dans un mur de pierre.
Vous l'avez insulté, humilié et peut-être emprunté quelques-uns de ses villages côtiers sans les rendre. Il n'est pas ravi. Finalement, vous faites la seule chose que toutes les stars du rock viking vieillissantes finissent par faire. Vous partez pour un dernier voyage, sauf que cette fois, au lieu de filles assoiffées de sang ou de guerriers à moitié nus, vous n'amenez pratiquement personne. Vous vous présentez en Angleterre avec une poignée de navires et l'arrogance d'un homme qui croit en sa propre saga. C'est soit incroyablement courageux, soit profondément stupide, peut-être les deux. Et là, saisissant l'instant comme un chat apercevant une souris ivre, vous capture. Maintenant, vous êtes Ragnar Lothbrok, légende, terreur de Christrissendom, conquérant de Paris, enchaîné, tu serais gêné si tout n'était pas si poétique. Vous êtes jeté dans un cachot, nourri de GRL, probablement aromatisé de ressentiment. Et on vous dit que votre exécution est programmée, ce qui n'est jamais une phrase réconfortante. Vous réfléchissez brièvement à la question de savoir si cela était peut-être inévitable. Les ennemis s'accumulent lorsque vous vivez comme vous le faites. Roi, moine, mari jaloux, allié abandonné, marchand trahi, ex. Votre boîte de réception serait un crime de guerre si elle existait. Et là ne veut pas seulement te tuer, il veut une déclaration. Et quelle meilleure façon de dire, s'il vous plaît, ne nous envahissez plus jamais qu'en jetant le plus célèbre viking dans une fosse de vipères. Charmant. Vous êtes enchaîné, votre barbe convenablement balayée par le vent, votre dignité à peine accrochée. Une foule se rassemble, certains pour applaudir, d'autres pour jubiler. Quelques-uns juste pour voir si la rumeur de la fosse aux serpents était vraie. Spoiler, ça l'est. Vous êtes Ragnar Lothbrok, fils d'Odin selon des sources douteuses. Et maintenant, tu es un appât pour serpent, parce que bien sûr que tu l'es. C'est ce qui arrive quand vous ennuyez trop de gens pendant trop longtemps. Vous prenez une dernière respiration et à la vraie mode Ragnar, vous souriez. Alors voilà, Ragnar Lothbrok, ancien fléau de l'Europe, réduit à un homme dans une fosse pleine de serpents. Pas exactement le plan de retraite viking que vous envisagiez. Mais du côté positif, vous avez toujours eu une poussée pour le dramatique. Et là, de Northumbria se tient au-dessus de la fosse, se sentant suffisante. La foule murmure, ne sachant pas si elle assiste à la justice ou à un prélude à un orage. Vous, cependant, vous sentez étrangement en paix. C'est peut-être le venin qui entre en jeu. C'est peut-être de savoir que ce n'est pas la fin, juste une nouvelle image de marque. Parce que voici le secret, tu es sur le point de devenir plus puissant que tu ne l'as jamais été de ton vivant. Alors que les serpents s'enroulent autour de vous comme des écharpes maladroites, vous riez bruyamment. Vous citez de la poésie en vieux norrois. Vous vous plaignez qu'Odin vous attende au Valhalla. Vous commencez à prophétiser la vengeance violente de vos fils, comme si vous auditionniez pour la version nordique de Shakespeare. La foule a secoué. Et la deuxième devinette, les serpents font toujours leur travail. Et puis tu meurs un peu parce que dès que ton cadavre refroidit, ta légende se réchauffe. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre trempée en moi. Ragnar n'est pas mort, il est monté. Ragnar n'est pas tombé au combat, il a choisi de mourir. La fosse aux serpents, une métaphore ou un étrange soin au spa. Ça dépend du barde. Dans la mort, vous devenez immortel. Les grondements chantent votre bravoure. Vos fils deviennent des agents de relations publiques mondiaux pour se venger. Bjorn, Ivar, Sigurd et les autres se lancent dans l'édition nordique complète des Avengers, déchirant des royaumes tout en criant à quel point vous avez été lésés. Soudain, tout le monde veut être lié à Ragnar. Même des cousins éloignés et sans compétence de hache commencent à vous déposer lors de fêtes. Tu as transcendé la simple existence. Vous êtes un récit édifiant, une histoire au coucher, un cri de guerre et une inspiration de tatouage. Vous avez rejoint ce club d'élite de personnages historiques dont la mort est plus célèbre que leur vie. Et soyons honnêtes, si vous deviez aller dans une fosse aux serpents en criant de la poésie, ce n'est pas la pire des manières. Donc, non, Ragnar Lothbrok n'est pas vraiment mort dans cette fosse, il est devenu un mythe. Et comme tout viking vous le dira, les mythes durent plus longtemps que les rois.
La minute nouvelle de la disparition de votre fosse au serpent revient à travers la mer du Nord. Vos fils réagissent exactement comme vous vous attendez à ce que la progéniture viking réagisse avec une rage théâtrale incontrôlée. Björn, côté fer. Il arrête immédiatement de polir ses abdos et commence à affûter sa hache. Il va désosser. Ses yeux s'illuminent comme si quelqu'un venait de lui remettre une vendetta personnalisée. Witzer, Sigurd et les autres. Il se situe quelque part entre un chef de guerre vengeur et un enfant moyen viking traumatisé. Mais au lieu de s'asseoir et de parler de leurs sentiments, ce qui, soyons honnêtes, n'arriverait jamais, ils font la meilleure chose suivante. Assembler une flotte de la taille d'un déluge biblique et retourner en Angleterre pour une bonne apocalypse à l'ancienne. Tu vois, ta mort n'était pas seulement personnelle, c'était du marketing. Toi, Ragnar, tu es devenu l'équivalent nordique d'Obi-Wan Kenobi, abattu seulement pour devenir plus puissant en mythe que tu ne l'as jamais été en chair et en os. Vos fils ne veulent pas seulement se venger, ils veulent venger ta légende. Et ainsi commence ce que les futurs historiens appelleront la grande armée païenne et ce qu'Ella appellera au nom. Ils descendent sur l'Angleterre avec la subtilité d'un long navire largué. Des villages brûlent, les Saxons paniquent, les rois tiennent des réunions de prières d'urgence. Ella lui-même est capturée dans une délicieuse torsion de symétrie poétique. Puis vient la partie que vous aimeriez le plus. Il ne se contente pas de le tuer. Non, non, il lui donne l'aigle de sang. Cette charmante châtaigne viking impliquant des côtes, des poumons et plus de cris qu'un cabinet de dentiste médiéval. Que ce rituel ait réellement eu lieu ou qu'il s'agisse simplement de relations publiques nordiques est à débattre. Mais cela semble Ragnari. Après ça, le chaos. Vos fils commencent à se tailler des royaumes, à se battre pour la terre, la loyauté et qui papa aimait le plus. Evar devient une légende terrifiante à part entière, brillant, brutal et totalement insensible aux lois de la colonne vertébrale ou de la santé mentale. Björn explore, conquiert et flirte avec le fait d'être le roi de tout. Witzer couve, la mer brille. Hub essaie d'être raisonnable. Ça ne marche jamais. C'est une saga à part entière avec trahison, drame familial et coiffure douteuse. Fondamentalement, si HBO avait existé, votre succession nagerait dans les redevances. Tu es peut-être mort, Ragnar, mais ton drame perdure. Tu es officiellement mort, mais honnêtement, c'est juste quand le vrai travail commence. Parce que maintenant, tu n'es plus un homme. Vous êtes une idée, une ambiance, une légende enveloppée de fourrure, trempée de sang et sur une bande-son maussade. Les bardes de toute la Scandinavie sont en pleine surmultipliée créative. Soudain, tout le monde a une histoire de Ragnar. Avez-vous combattu un dragon? Peut-être. Avez-vous engendré 47 enfants, dont des demi-loups et des demi-dieux berserkers? Discutable. Mais qui va les arrêter? Il s'avère que l'histoire est remarquablement flexible, quand le sujet est trop mort pour argumenter. Certains contes disant que vous étiez le fils d'un roi, d'autres un fermier avec l'énergie du personnage principal. Vos épouses se multiplient à chaque récit. L'une est une jeune fille dit bouclier, l'autre est une sorcière. Et l'une est étrangement douée pour prophétiser le malheur. Il y a des fosses à serpents et bien sûr, mais aussi des sièges, des îles secrètes, des chaînes dorées et une étrange obsession pour les pantalons. Oui, la partie Loth Brockrock. Ce sont des brèches poilues parce qu'apparemment l'homme qui terrifiait l'Europe avait aussi une esthétique de pantalon signature en peau d'animaux. Tu ne peux pas inventer ça. Sauf que bien sûr, tout le monde le fait. Votre histoire devient un outil pour le moral, pour la guerre, pour l'identité nationale. Les dirigeants vikings revendiquent votre lignée comme s'il s'agissait d'un badge de fidélité. Les chroniqueurs chrétiens admettent à contre-cœur que vous étiez impressionnant, bien que profondément problématique. Même les scribes français vous appellent d'un contre-cœur persistant. Des siècles plus tard, les érudits ne peuvent pas s'entendre pour savoir si vous étiez réel.
un mash-up de 3 ou 4 vikings différents ou un exemple précoce de fanfiction historique devenu voyou. Mais ça n'a pas d'importance. Vous vivez dans des sagas chuchotées autour des foyers, dans des prières terrifiées, murmurées par des moines, dans les magasins touristiques vendant des casques à cornes que vous n'avez jamais réellement portés. Et finalement, dans une série télévisée où vous êtes étrangement beau et semblez toujours avoir un éclairage parfait, vous avez réalisé ce que peu de gens font. Vous êtes devenu plus grand que vous-même, un symbole de la fureur nordique, du fatalisme et des soins fantastiques de la barbe. Et bien sûr, peut-être que vous n'avez jamais conquis toute l'Europe. Peut-être que certaines de vos victoires ont été exagérées et certaines de vos défaites poliment oubliées. Mais personne ne se souvient de cette partie. Ils se souviennent de Ragnar, l'homme, le mythe, l'alerte spoiler ambulante. Dans le monde victorien, le deuil n'était jamais simplement une question de tristesse. C'était un système, une économie et, à bien des égards, une obligation sociale. La mort d'un être cher ne s'est pas terminée par l'enterrement. Au lieu de cela a déclenché une cascade de rituels, d'achats et de performances qui pourraient durer des années. Des industries entières prospéraient sur le chagrin. Et le deuil lui-même est devenu l'une des expressions les plus visibles de la respectabilité sociale. Des boutiques spécialisées sont apparues dans des villes comme Londres, ne vendant que des vêtements de deuil. Les drapiers stockaient d'innombrables boulons de crêpe noire, de bombazine et de soie, tandis que les bijoutiers fabriquaient des broches et des bagues qui incorporaient des symboles de chagrin. Saules pleureurs, urnes, anges et mèches de cheveux. Même les papetiers en profitaient, imprimant du papier à lettres noircies pour les lettres de condoléances. Les pompes funèbres, autrefois considérés comme de simples commerçants, se sont rebaptisés professionnels qui ont orchestré tout le spectacle des funérailles, des décorations auditives à l'embauche de porteurs de pao et même de muets. Des hommes vêtus de noir solennel, dont le seul devoir était d'avoir l'air convenablement triste alors qu'ils marchaient à côté du cercueil. Les règles entourant le deuil n'étaient pas de vagues suggestions. Ils ont été codifiés dans des manuels d'étiquette et appliqués par un examen social minutieux. Une veuve riche devait rester en deuil profond pendant au moins 2 ans. Ses vêtements étaient recouverts d'un épais tissu noir, sa vie sociale réduite à une quasi-invisibilité. Les familles qui ne suivaient pas ses attentes risquaient des murmures d'irrespect, ou même d'échec moral. Le deuil est devenu non seulement une expression personnelle de chagrin, mais une performance publique de vertu, de dévotion et de classe. Cette codification intense a créé ce que l'on pourrait appeler l'économie du matin. Les usines produisaient d'innombrables mètres de textiles noirs. Les journaux remplissaient leurs pages de publicité pour des services de pompes funèbres, des bijoux du matin et même des corsets spécialement conçus pour être portés sous des robes noires. Pour les classes moyennes, déjà soucieuses de prouver leur raffinement, participer pleinement aux rituels matinaux était une façon de gravir l'échelle sociale. Même les pauvres ont étiré leurs maigres revenus pour s'offrir des funérailles appropriées, craignant la honte de paraître négligent avec la mémoire des morts. En bref, le deuil dans la Grande-Bretagne victorienne n'était pas un moment isolé de chagrin. C'était un mode de vie ritualisé qui transformait la perte personnelle en un drame social soigneusement mis en scène. Le deuil est devenu visible, réglementé et rentable. Et aucun ménage ne pouvait échapper à sa portée. Les vêtements étaient le marqueur le plus visible du chagrin à l'époque victorienne et il était impossible d'échapper à ces règles. Entrer en public sans la tenue de deuil appropriée, c'était risquer le scandale, l'humiliation ou même la perte de son statut social. La robe du matin agissait comme un uniforme de chagrin, diffusant au monde non seulement que quelqu'un était décédé, mais aussi à quel point la personne en deuil était liée au défunt et combien de temps s'était écoulé depuis le décès. Le corps pourrait être enterré en quelques jours,
mais la garde-robe a porté le chagrin pendant des années. Pour les veuves, les attentes étaient particulièrement sévères. Dans la première étape, connue sous le nom de deuil profond, ils devaient se porter des vêtements noirs, mat en crêpe ou en bombazine, choisis spécifiquement pour leur fille terne et sans vie. Les bijoux étaient interdits, réservés aux morceaux de jet ou aux objets commémoratifs incorporant les cheveux du défunt. Des voiles de crêpe noire ou de soie, couvrant parfois le visage jusqu'à la taille, étaient obligatoires pour apparaître en public. Cette étape durait au moins une année complète, souvent aussi pendant laquelle la veuve devait vivre presque comme l'ombre d'elle-même, se déplaçant silencieusement à travers le monde dans un noir perpétuel. Peu à peu, les règles ont permis la transition vers un demi-deuil. Cette étape a introduit des nuances plus douces, des gris, des lilas et des mots qui signalaient que le chagrin s'atténuait mais n'était pas oublié. Les bijoux pouvaient revenir avec modération, souvent sous la forme de médaillons ou de broches à l'effigie ou aux cheveux de l'être aimé. C'est à ce stade que la société a commencé à réaccepter la personne en deuil, offrant à nouveau des invitations et des visites. Les hommes, en revanche, portaient un fardeau beaucoup plus léger. Un costume noir, un crevat ou même juste un brassard noir pourrait suffire. Leur deuil était moins une question de mode que de reconnaissance symbolique. Les enfants aussi avaient leur propre code. Les petites filles épeuvent de porter des robes blanches garnies de rubans noirs tandis que les garçons sont vêtus de manteaux sombres. La complexité même de ces règles a donné naissance à toute une industrie de fabricants de robes du matin qui se sont spécialisés dans l'équipement des familles à court terme. Certaines familles ont même loué des vêtements du matin incapables de payer les frais de vêtements personnalisés. Les livres d'étiquette ont publié des délais stricts pour savoir combien de temps il faut rester à chaque étape du deuil en fonction de la relation de la veuve de l'enfant, du parent, de la fratrie ou même d'un cousin éloigné. Dans la société victorienne, le chagrin était cousu dans le tissu même de la vie quotidienne. Chaque ourlet, voile et ruban avait un sens, transformant le chagrin en un code visible qui pouvait être lu par quiconque vous croisait dans la rue. Dans l'imaginaire victorien, les cheveux étaient plus qu'une mèche de kératine. C'était une relique de permanence. La peau s'est décomposée, les os se sont émiettés, mais les cheveux sont restés inchangés pendant des siècles. Cette qualité en faisait le récipient idéal pour le souvenir. C'est ainsi qu'il est devenu la pièce maîtresse d'une pratique de deuil particulièrement intime, la fabrication de bijoux et de souvenirs à partir des cheveux des morts. Une mèche de cheveux pourrait être tissée en motifs complexes, tressée comme du fil fin, ou même broyée en pigments pour teinter un portrait miniature. Les bijoutiers de Londres et de Paris sont devenus des maîtres de l'art, proposant des catalogues de bagues, broches, bracelets et médaillons spécialement conçus à des fins commémoratives. Les familles pouvaient apporter les cheveux d'un enfant ou d'un conjoint décédé à ces artisans qui les transformeraient en trésors sentimentaux. Certains étaient simples, un médaillon contenant une boucle de cheveux attachée avec de la soie. D'autres étaient étonnamment complexes, des couronnes entières faites de fleurs de cheveux torsadés, enfermées sous des dômes de verre ou des bracelets entièrement tissés à partir des mèches des défunts. Contrairement aux sensibilités modernes, les Victoriens n'ont pas trouvé ce macabre. Pour eux, c'était tendre. Porter une bague contenant une mèche de cheveux d'une mère était un moyen de la garder physiquement proche. Les parents en deuil des enfants ont souvent commandé des couronnes de coiffure élaborées, arrangeant des mèches de plusieurs frères et sœurs dans des motifs floraux. Ces souvenirs, fièrement exposés dans le salon, ont servi à la fois de mémorial et de pièce de conversation. La pratique ne se limitait pas aux riches. Des manuels d'instruction imprimés enseignaient aux femmes comment fabriquer des bijoux de cheveux à la maison, une compétence aussi courante que la broderie. Les familles de la classe moyenne, incapables de se payer un bijoutier, pouvaient toujours honorer leurs proches avec des jetons fabriqués à la main. Bien sûr, le marché s'est étendu au-delà du deuil.
Les bijoux de cheveux étaient également échangés entre amoureux comme symbole de dévotion, mais leur plus grand pouvoir culturel résidait dans la commémoration. La reine Victoria elle-même a contribué à populariser la tendance lorsqu'elle a commandé des bijoux fabriqués à partir des cheveux de son bien-aimé prince Albert après sa mort. Son exemple a filtré dans la société, conférant une légitimité royale à une pratique déjà imprégnée de sentimentalité. Ces objets nous rappellent que le deuil victorien n'était pas seulement public, mais profondément personnel. Alors que les voiles et les codes vestimentaires annonçaient le chagrin de la société, les bijoux de cheveux permettaient aux personnes en deuil de porter les morts en privé contre leur peau, tissée dans le tissu même de la vie quotidienne. Pour les Victoriens, une mèche de cheveux n'était pas sinistre, c'était éternel. L'ère victorienne était obsédée par la mémoire et aucune innovation n'a capturé cela de manière plus vivante que la photographie post-mortem. À une époque où peu de familles possédaient des portraits peints et où la photographie elle-même coûtait encore cher, la mort d'un être cher devenait souvent le moment où une photographie était enfin prise. Ces images n'étaient pas des curiosités morbides, c'étaient des reliques sacrées, souvent le seul enregistrement visuel durable de l'existence d'une personne. Des photographes spécialisés dans les portraits du matin se sont rendus dans les maisons peu de temps après la mort, transportant du matériel lourd pour installer des appareils photo à côté du défunt. Les nourrissons et les jeunes enfants étaient les sujets les plus fréquents puisque la mortalité infantile restait terriblement élevée. Les adultes ont également été photographiés, souvent posés sur des chaises ou des lits, leurs vêtements soigneusement disposés, leurs visages brossés avec de la poudre pour adoucir le copain. Pour l'œil moderne, ces photographies peuvent sembler étranges, mais pour les familles victoriennes, elles étaient des actes d'amour, techniques variées. Certains photographes ont posé les morts dans des positions similaires, les soutenant avec des supports cachés ou les asseyant à côté de frères et sœurs. Les yeux peuvent être peints ouverts sur la photo par la suite, créant une illusion troublante de vigilance. D'autres préféraient des compositions plus paisibles. L'enfant allongé sur un oreiller tenant des fleurs ou l'adulte entouré de symboles de foi comme des crucifix et des bibles. Dans tous les cas, le but n'était pas de mettre l'accent sur la mort, mais de capturer un dernier semblant de vie. Ces photographies étaient de précieuses et exposées en évidence dans le salon ou conservées dans des albums aux côtés de portraits de vivants. Ils étaient là parfois inscrits avec le nom, l'âge et la date du décès de la personne, les transformant à la fois en images et en épitaphes. Les familles les regardaient non pas avec gêne, mais avec révérence, les utilisant souvent comme points focaux pour le souvenir lors des anniversaires ou des rassemblements. La photographie post-mortem reflétait également la démocratisation de la mémoire. Alors que les portraits peints étaient le privilège des riches, la photographie rendait la commémoration accessible aux classes moyennes. Même les familles modestes pouvaient économiser pour s'offrir une seule photo du matin, s'assurant que leurs proches ne soient jamais oubliés. La pratique s'est estompée au début du XXe siècle, alors que la mort se retirait progressivement de la maison vers les hôpitaux et que les coutumes matinales devenaient moins rigides. Pourtant, dans le monde victorien, la photographie post-mortem n'était pas une curiosité étrange. C'était la fusion ultime de la technologie et du sentiment. Pour les familles qui avaient si peu de temps avec leurs enfants ou leurs conjoints, une image figée suffisait à rendre la mémoire éternelle. À l'époque victorienne, les funérailles n'étaient là pas simplement des adieux solennels. C'étaient des spectacles, des démonstrations chorégraphiées de chagrin qui mélangeaient rituels, performances et commentaires sociaux. Enterrer un être cher, c'était organiser un événement public et l'ampleur de cet événement en disait long sur le statut, la richesse et la piété de la famille. La mort était une scène et les funérailles étaient sa grande performance. La pièce maîtresse était le corbillard lui-même. Les familles aisées
on commandait de magnifiques voitures à cheval peintes en noir et ornées de panaches élaborés de plumes d'autruche. Les chevaux aussi étaient drapés de vêtements noirs avec des accompagnateurs marchant à côté d'eux dans une livrée sombre. Plus la procession est longue, plus le deuil est grandiose. Pour les familles les plus pauvres, le contraste était frappant. Beaucoup se sont endettés juste pour louer un modeste corbillard ou un cercueil, ne voulant pas risquer la honte de paraître négligents avec les morts. Les personnes en deuil professionnel, connues sous le nom de muets, étaient un autre élément clé de l'apparat. Ces hommes ont été embauchés pour marcher silencieusement à côté du cercueil, leur présence solennelle signalant le poids du chagrin. Leur rôle n'était pas d'exprimer l'émotion, mais de l'incarner, de rendre visible le chagrin, même si le chagrin de la famille était privé ou restreint. À bien des égards, ils fonctionnaient comme des symboles vivants de l'étiquette de deuil. À l'intérieur des églises et des chapelles, les funérailles sont devenues des étapes supplémentaires pour la performance. Les fleurs étaient arrangées non seulement pour la beauté, mais pour le symbolisme. Les lys pour la pureté, le lierre pour la vie éternelle et les conifères pour la promesse de la résurrection. Le clergé prononçait des éloges qui mêlaient réconfort et instruction morale, rappelant aux vivants leur devoir de se préparer à la mort. Le cercueil lui-même était souvent doublé de soie, orné de garnitures en laiton et gravé de versets d'écriture ou de poésie. Pour les victoriens, assister à des funérailles était une obligation communautaire. Voisins, collègues et connaissances se sont avérés non seulement honorer le défunt, mais aussi participer au rituel social. La présence était un signe visible de respect, et l'absence pouvait susciter des murmures d'irrespect ou de querelles. Les funérailles renforçaient ainsi les réseaux de communauté et de classe, rappelant à chacun sa place dans l'ordre social. En fin de compte, les funérailles victoriennes révèlent comment le chagrin a été tourné vers l'extérieur, rendu visible et théâtral. Ce que les yeux modernes pouvaient voir comme extravagant ou excessif était pour eux un moyen de transformer la mort en quelque chose de structuré, de significatif et surtout de public. Il ne suffisait pas de pleurer tranquillement. Le deuil devait être vu. Dans le monde victorien, la mort n'épargnait pas les jeunes, pas plus que les coutumes de deuil. Les enfants, bien qu'innocents, devaient participer aux codes élaborés du deuil qui définissaient la société. Le taux de mortalité au XIXe siècle était incroyablement élevé. Des maladies comme la scarlatine, la diphtérie et la tuberculose traversent les ménages à une vitesse dévastatrice. Il n'était pas inhabituel pour les parents d'enterrer plusieurs enfants et les coutumes de deuil reflétèrent la présence constante de la perte au sein de la famille. Les enfants étaient habillés en fonction de leur âge et de leur sexe. Les petites filles étaient souvent vêtues de robes blanches, la couleur de l'innocence, garnies de rubans noirs ou de ceintures. Le blanc symbolisait la pureté et la transition angélique. Mais la bordure noire rappelait à tous ceux qui les voyaient qu'ils portaient le fardeau du chagrin. Les garçons portaient généralement des costumes ou des vestes sombres, des versions simplifiées des vêtements du matin pour adultes. Le point n'était pas le confort, mais la conformité. Même le plus petit enfant est devenu un emblème public de perte. Leurs vêtements signalent le chagrin aussi fortement que le voile de crêpe d'un adulte. Mais les enfants n'étaient pas seulement des participants passifs. Ils étaient également au centre de certains des rituels de deuil les plus poignants de l'époque. Les familles commandaient souvent des portraits post-mortem d'enfants décédés, posant parfois des frères et sœurs à côté du corps sans vie dans une étrange fusion des vivants et des morts. Des mèches de cheveux d'enfants étaient conservées dans des bijoux, tissés en couronne ou cachés dans des médaillons. Les parents créaient souvent de petits sanctuaires à la maison, avec des photographies, des fleurs et des reliques, garantissant que la mémoire de l'enfant restait physiquement présente dans la vie quotidienne. Au-delà des vêtements et des reliques, les rituels matinaux prolongés dictaient la durée du deuil.
Les livres d'étiquette décrivaient des durées précises. Les parents peuvent pleurer un enfant jusqu'à 1 an, les frères et sœurs pendant 6 mois. Les anniversaires de décès étaient solennellement célébrés avec des familles se réunissant pour visiter les tombes, envoyer des cartes commémoratives ou organiser de petits services. Certaines familles ont laissé une chaise vide à la table du dîner, un rappel quotidien de l'absence. Le poids de ces rituels était lourd, mais il structurait aussi une perte insupportable. Dans un monde où la maladie et la mort frappaient de manière imprévisible, le rituel fournissait de l'ordre. Pour les enfants, participer au deuil était à la fois un devoir et une leçon. Cela leur a appris très tôt que la mort n'était pas cachée, mais reconnue, tissée dans le rythme de la vie elle-même. L'enfance victorienne était alors assombrie non seulement par le risque d'une mort prématurée, mais par la certitude que le deuil suivrait. Grandir dans ce monde, c'était apprendre le chagrin aussi naturellement que jouer. Le deuil victorien n'était pas seulement une question de perte, c'était un code de conduite qui renforçait les valeurs et les hiérarchies de l'époque. Nulle part, cela n'était plus évident que dans le domaine du genre, les règles pour les hommes et les femmes n'étaient pas égales. Ils reflétaient des idéaux victoriens plus larges sur le devoir, la moralité et la place de chaque sexe dans la société. Pour les veuves, le deuil était presque une peine de prison. Les manuels d'étiquette dictaient qu'une femme devait rester en deuil profond pendant au moins 2 ans après la mort de son mari. Pendant ce temps, elle devait porter de lourdes robes en crêpe noire, éviter les rassemblements sociaux et vivre une vie d'isolement tranquille. Même après ces 2 années, elle pouvait entrer au milieu de la matinée, introduisant des nuances sourdes comme le gris, la lavande ou le lilas, mais signalant toujours que sa vie était définie par l'absence. On s'attendait à ce que le chagrin d'une veuve soit dévorant, son dévouement mesuré par la durée pendant laquelle elle s'est retirée de la société. Certaines femmes, comme la reine Victoria elle-même, portaient du noir de deuil pour le reste de leur vie, transformant le chagrin personnel en identité permanente. Les hommes, cependant, avaient des attentes beaucoup plus légères. Un veuf pouvait porter un brassard noir ou porter des costumes sombres pendant quelques mois, mais il n'y avait aucune demande pour des années d'isolement. En fait, la société encourageait souvent les vœux à se remarier rapidement, surtout si des enfants étaient impliqués. Alors que l'on attendait des femmes qu'elles incarnent une loyauté éternelle, les hommes étaient autorisés et même félicités d'être passés à autre chose. Le double standard était flagrant, mais il reflétait le monde profondément patriarcal de l'Angleterre victorienne, où la vertu féminine était liée à la soumission et au sacrifice. Au-delà du veuvage, d'autres relations comportaient des règles spécifiques. Les enfants devaient pleurer leurs parents pendant 1 année complète, leurs frères et sœurs pendant 6 mois et leurs cousins pendant quelques semaines. Chaque lien avait son calendrier prescrit et ne pas le suivre pouvait conduire à des accusations chuchotées de manque de respect. Les femmes, encore une fois, portèrent la charge la plus lourde. Leurs modes, leurs mouvements et même leurs conversations étaient surveillés à la recherche de signes d'irrégularité pendant le deuil. Une femme qui paraissait trop vive trop tôt risquait la ruine sociale. Ces règles, bien que rigides, servaient un but. Ils ont transformé le chagrin en un langage commun reconnaissable par tous. Les voiles noirs, les bijoux de jais et les robes lilas pâles agissaient comme des messages silencieux signalant la dévotion, la vertu et la piété. Mais ils ont également renforcé les inégalités. Le chagrin des femmes devait être public et prolongé, tandis que celui des hommes était bref et privé. Le deuil alors ne concernait pas seulement la mort. C'était une étape où les rôles de genre étaient joués, appliqués et affichés. Traverser un cimetière victorien, c'était entrer dans une forêt de symboles. La mort n'était pas seulement reconnue,
Il a été monumentalisé dans la pierre, le fer et des images soigneusement choisies. Les pierres tombales, le moral et les monuments étaient recouverts de motifs qui parlaient une langue que les Victoriens connaissaient bien. Chaque symbole porte des messages de foi, d'amour ou de chagrin. Les figures les plus courantes étaient des anges sculptés avec des ailes déployées et des doigts levés pointant vers le ciel. Ils ont guidé l'âme vers le salut. Certains se tenaient solennels, les yeux baissés, tandis que d'autres pleuraient ouvertement, drapés sur des urnes ou des pierres des ailes et tombales. Les colonnes brisées symbolisaient des vies écourtées, en particulier celles des jeunes. Des urnes drapées suggéraient la mortalité du corps, tandis que des couronnes à feuilles persistantes transmettaient la vie éternelle. Même les humbles mains jointes, sculptées sur des pierres tombales, racontaient une histoire. Parfois, ils représentaient le lien entre mari et femme. D'autres fois, la séparation des vivants et des morts avec une main tirant vers le ciel. Les cimetières eux-mêmes étaient des paysages soigneusement conçus. À une époque d'industrialisation rapide et de villes surpeuplées, le mouvement des cimetières-jardins a transformé les cimetières en lieux de beauté. Des chemins sinueux, des arbres d'ornement et des sculptures élaborées ont fait des cimetières des parcs, encourageant les familles à se promener parmi les tombes le dimanche. Ces espaces brouillaient la frontière entre deuil et loisirs. Pique-niques, promenades et même courtiser les couples se trouvaient parmi les monuments. Pour les Victoriens, communier avec les morts faisait partie de la vie quotidienne. Des mémoriaux à l'intérieur de la maison faisaient écho à cette richesse symbolique. Les familles ont gardé des cartes du matin décorées de bordures noires et de versets bibliques. Des dômes de verre miniatures renfermaient des couronnes de coiffure ou des fleurs conservées des funérailles. Les portraits des défunts étaient encadrés de symboles d'éternité, de lierre, de colombe ou de laurier. Chaque objet renforçait l'idée que la mort, bien que douloureuse, n'était pas une fin, mais un passage. Même les épitaphes sont devenues des véhicules de sens. Les pierres tombales portaient des versets qui mêlaient espoir religieux et sentimentalité, disparus mais pas oubliés, endormis en Jésus ou des lignes de poésie personnalisées. La croyance victorienne en l'au-delà n'était pas abstraite. Il était sculpté dans la pierre, porté sur le corps et planté dans des jardins du souvenir. Ces couches de symbolisme révèlent à quel point les Victoriens ont cherché à domestiquer la mort, la rendant compréhensible par la métaphore. Dans une société où la mortalité était omniprésente, les symboles offraient du réconfort. Ils ont transformé les cimetières en lieux où le chagrin pouvait être à la fois exprimé et adouci, où chaque statue et sculpture chuchotait « La vie se termine, mais la mémoire perdure ». À la fin du 19e siècle, le deuil en Grande-Bretagne était devenu quelque chose de si élaboré que les critiques ont commencé à le qualifier d'excessif. Ce qui était autrefois un ensemble de coutumes pour exprimer le chagrin était devenu, à bien des égards, une performance, une forme d'art où le chagrin était mis en scène, affiché et mesuré par l'œil du public. La mort dans la société victorienne n'était pas cachée derrière des portes closes. Il a défilé dans les rues, cousu dans des vêtements, sculpté dans la pierre et capturé sur des photographies. C'était un spectacle. Les funérailles elles-mêmes sont devenues des productions théâtrales. Plus la procession est grandiose, plus la famille fait preuve de respectabilité. La taille du corbillard, le nombre de voitures qui suivaient derrière, le panache de plumes au sommet des chevaux, tous communiquaient la richesse et le statut autant que la dévotion. Pour les pauvres, cette attente pourrait être écrasante. De nombreuses familles se sont endettées pour organiser des funérailles respectables, sachant qu'un enterrement modeste ou sans surveillance les marquerait comme négligents ou déshonorants. La mort n'était pas seulement un fardeau émotionnel, mais un fardeau financier. La reine Victoria a donné le ton.
Après la mort du prince Albert en 1861, elle se retira dans une vie de deuil perpétuel, vêtue de noir jusqu'à sa propre mort 4 décennies plus tard. Son exemple a élevé le deuil au rang de devoir quasi sacré, et la société a emboîté le pas. Son dévouement est devenu le modèle des veuves à travers la Grande-Bretagne, renforçant l'idée que le véritable amour se mesurait au chagrin de toute une vie. Mais ce qui a commencé comme de la sincérité dans la maison royale s'est transformé en attente rigide pour tous les autres. Les critiques de Letty de l'époque considéraient cette théâtralité comme excessive. Les journaux ont parfois fustigé les voiles interminables, les salons drapés de noir, la fascination morbide pour la photographie de mort. Pourtant, pour la plupart des Victoriens, ces coutumes offraient confort et ordre. À une époque où les épidémies et les accidents industriels faisèrent des victimes imprévisibles, le rituel donnait forme au chaos. Le deuil rendait la mort visible, mais aussi gérable. Ce qui persiste aujourd'hui n'est pas seulement l'image des voiles noirs et des bijoux de jais, mais l'intensité avec laquelle les Victoriens ont affronté la mortalité. Là où la culture moderne cache souvent la mort, les Victoriens ont insisté pour s'y engager, enveloppant le chagrin dans du tissu, des symboles et des cérémonies. Pour eux, le deuil n'était pas une interruption de la vie, c'était tissé dans la vie elle-même. Le spectacle de la mort était paradoxalement une façon de garder les morts présents, une façon d'insister sur le fait que la mémoire survit à la mortalité. À Tutor, en Angleterre, le banquet était plus qu'un rassemblement pour manger. C'était une démonstration calculée de domination. Les monarques et les nobles ne se contentaient de pas de dîner. Ils mettaient en scène des productions où chaque oiseau rôti, chaque gobelet scintillant et chaque sculpture sucrée proclamait richesse et autorité. Un festin était du théâtre politique et le public était tout le monde qui comptait. Ambassadeurs, courtisans et rivaux dont la loyauté ou l'envie pourraient modifier l'équilibre des pouvoirs. Pour Henri VIII et Élisabeth I, les fêtes étaient des armes dans leur arsenal de domination. La salle dressée de tables gémissantes annonçait la prospérité même lorsque le trésor était épuisé. Servir des plats d'abondance, des plats en couches qui s'étendaient par dizaines, c'était assurer aux invités que la couronne avait accès à des ressources illimitées. Plus que cela, c'était un message. Si autant de nourriture pouvait être épargnée pour une seule soirée, imaginez les réserves derrière elle. Les invités n'étaient pas censés partir confortablement rassasiés. Ils étaient censés être submergés. L'ampleur des banquets Tuda défiait la raison. Des bœufs entiers rôtis étaient présentés aux côtés de pans redressés dans leurs plumes, de cygnes dorés à la feuille d'or et de tartes qui s'ouvraient pour libérer des oiseaux vivants dans un spectacle de théâtre culinaire. L'excès même était le but. Manger jusqu'à ce que l'on ne puisse plus bouger était moins important que d'être témoin de la capacité de l'hôte à invoquer de telles merveilles de la cuisine et de la campagne. Mais les fêtes fonctionnaient aussi comme des étapes de la hiérarchie. La disposition des sièges était méticuleusement planifiée avec le monarque ou le noble assis sous un auvent, leur déisse surélevée, rappelant le statut divin. Plus on s'asseyait près du centre du pouvoir, plus l'honneur était grand. Ceux qui étaient relégués aux extrémités de la salle comprenèrent le message. Les banquets visaient autant à rappeler aux gens leur place qu'à les nourrir. Au-delà des frontières de l'Angleterre, les banquets impressionnaient les émissaires étrangers. Une somptueuse quantité d'épices importées, de vins méditerranéens et de confiseries sucrées a indiqué aux ambassadeurs que l'Angleterre n'était pas un royaume provincial, mais un acteur des réseaux commerciaux mondiaux de l'Europe et au-delà. Chaque festin était la diplomatie rendue comestible. Ainsi, un banquet Tuda n'était jamais qu'un dîner. C'était un spectacle, une déclaration et un métier de scène réunis en un seul. La nourriture éblouissait, mais le message était clair. Voici le pouvoir visible et consommable servi sur des plateaux d'argent pour que tous puissent l'admirer.
Au cœur des banquets, Tuda se trouve la table royale, pièce maîtresse physique et symbolique du pouvoir. Dîner dans la même salle que le roi ou la reine était un privilège. Partager leur table était un honneur réservé à quelques-uns. Le royal disas élevé au-dessus du reste de la salle n'était pas seulement une question de visibilité. C'était un trône en miniature rappelant à chacun que la souveraineté s'étendait même au rituel de manger et de boire. La table elle-même était habillée aussi magnifiquement que le monarque. Les draps en lin étaient importés des Flandres. Des gobelets d'argent et de culpabilité reflétaient la lumière des bougies. Et les grands vendeurs de sel, des vaisseaux massifs souvent en forme de navires ou de châteaux, symbolisèrent le rang. En fait, le placement par rapport à la cave à sel était un code subtil. Les grands nez étaient assis au-dessus du sel, plus près du monarque, tandis que les invités de moindre importance se trouvaient sous le sel, se rappelant leur position inférieure alors même qu'ils mangeaient. Les aliments choisis pour la table royale n'étaient pas aléatoires. Les plats ont été soigneusement sélectionnés pour leur symbolisme. La venaison des forêts royales parlait de privilèges, car seule la couronne pouvait accorder des droits de chasse. Des fruits exotiques, comme les oranges et les grenades, faisaient allusion au lien croissant de l'Angleterre avec le commerce méditerranéen. Les épices importées, cannelle, poivre, muscade, signalaient à la fois la richesse et l'accès au commerce mondial. Même le sucre, encore un luxe dans l'Angleterre Tudor, était prodigué sur des sculptures élaborées appelées subtilités, des œuvres d'art comestibles qui servaient également de propagande politique. Ceux-ci pourraient représenter des châteaux, des armoiries ou même des scènes allégoriques destinées à flatter le monarque ou à renforcer les revendications dynastiques. Mais la table royale n'était pas seulement une question de magnificence, c'était aussi une question de contrôle. Les habitudes culinaires du monarque étaient hautement ritualisées. Les serviteurs effectuaient des cérémonies élaborées de lavage des mains, de versement de vin et de dégustation de plats. Chaque geste renforçait la hiérarchie. Le monarque n'a pas touché à la nourriture jusqu'à ce qu'elle soit présentée, découverte et déclarée sûre. Les invités ont observé cette chorégraphie avec admiration, comprenant que l'acte de manger était aussi soigneusement géré que n'importe quelle cérémonie judiciaire. Pour les ambassadeurs étrangers, le spectacle de la table royale était la diplomatie la plus tangible. Voici le souverain de l'Angleterre, assis au-dessus de plats chatoyants, entouré d'abondance et de rituels. Chaque bouchée prise était destinée à transmettre la stabilité, la force et la faveur divine. Manger à la table royale, c'était participer à une représentation de la monarchie elle-même. La nourriture était une nourriture, mais la cérémonie était un pouvoir, rappelant à tous ceux qui regardaient que même l'acte le plus simple, soulever une tasse, pouvait devenir un symbole de règle. Si la table royale était le trône du dîner, la nourriture qui y était servie était du théâtre sous forme comestible. Les cuisiniers Tudor, souvent formés dans de grandes maisons ou à l'étranger, étaient moins préoccupés par la saveur que par le spectacle. Un plat était censé étonner avant même d'avoir touché les lèvres. Les banquets sont devenus des scènes et la nourriture est devenue les acteurs. Les plats exotiques étaient appréciés non seulement pour leur goût, mais pour ce qu'ils représentaient, l'accès, la richesse et le pouvoir. Un cygne rôti, ses plumes soigneusement réappliquées après la cuisson, était une pièce maîtresse dramatique qui déclarait la domination de la maison sur la nature elle-même. Les paons étaient traités de la même manière, cuits, puis redressés dans leur plumage éblouissant, les têtes rattachées et parfois leur bec fait cracher du feu grâce à l'utilisation intelligente de mèches à imbiber d'alcool. Les têtes de veau farcies d'épices et de fruits étaient présentées avec des défenses dorées. Ces plats visaient moins à se nourrir qu'à susciter des halètements d'émerveillement. La présence de sucre était tout aussi importante.
À Tudor, en Angleterre, le sucre était une denrée rare et chère expédiée des plantations d'outre-mer. L'afficher en abondance, c'était faire étalage à la fois de richesses et de relations internationales. Les confiseurs ont fabriqué des subtilités, de délicates sculptures de pâte à sucre moulées dans des châteaux, des figures mythologiques, des saints ou des allégories du pouvoir Tudor. Ces créations portaient souvent des messages politiques. Une forteresse de sucre pourrait symboliser la force de l'Angleterre. Une rose Tudor en sucre, légitimité dynastique. Les invités ont dévoré non seulement des bonbons, mais des symboles de propagande. Les épices ont joué leur rôle dans le drame. La cannelle, la muscade, le poivre et les clous de girofle étaient abondamment utilisés, non pas pour un assaisonnement subtil, mais pour l'extravagance. Un plat très épicé a dit aux invités que l'hôte pouvait se permettre ce que la plupart des ménages ne pouvaient sentir que sur les étals du marché. Même les viandes et les poissons communs ont été élevés en les noyant dans des saveurs exotiques. Les touches théâtrales s'étendaient au-delà de la nourriture elle-même. Les tartes étaient de parfois cuites avec des oiseaux vivants à l'intérieur, de sorte que lorsque la croûte était coupée, une rafale de moineaux ou de colombes jaillissait du plat à la stupéfaction des convives. Des gelées colorées superposées de rouges et de verts brillants tremblaient à la lumière des bougies comme des bijoux. Rien n'était trop impraticable si cela pouvait éblouir. Ces spectacles n'étaient pas seulement de l'indulgence, c'étaient des messages. Présenter des plats exotiques, c'était montrer sa maîtrise du commerce, de la nature et de l'art. Dans un monde où la plupart des gens dînaient de pain, de bière et de potage, la salle de banquet est devenue un royaume de fantaisie où la nourriture s'est transformée en théâtre et manger est devenu un acte de crainte. Si la viande était le muscle des banquets Tudor, le sucre en était l'âme. Au XVIe siècle, le sucre était encore considéré comme un luxe rare, importé à grands frais d'outre-mer. La moderniser peut sembler ordinaire, mais pour les Tudors, c'était un symbole étincelant de richesse et de raffinement. Afficher du sucre en abondance, c'était démontrer que son porte-monnaie était profond, ses relations étendues et sa sophistication incontestée. Les confiseurs, artisans hautement qualifiés dans les foyers nobles, ont transformé le sucre en merveille d'art comestible. Ces créations, connues sous le nom de subtilité, étaient tout sauf subtiles. Ils ont pris la forme de châteaux miniatures, de saints, de bêtes héraldiques, de navires et de scènes allégoriques, tous minutieusement moulés dans de la pâte à sucre. Peints avec des colorants brillants ou même recouverts de feuilles d'or, ils ont ébloui les invités avec leur art avant même d'être dégustés. Les sculptures portaient souvent des messages politiques. Une rose Tudor en sucre pouvait proclamer la stabilité dynastique, tandis qu'une couronne en sucre rappelait aux convives la légitimité du pouvoir royal. Chaque banquet était aussi une scène de propagande et le sucre était le médium. Le sucre était également utilisé en médecine et comme symbole de santé. Des sirops sucrés et des pastilles étaient offerts à la fin des repas censés faciliter la digestion et éloigner les maladies. Consommer du sucre n'était pas seulement une indulgence, c'était une performance de bien-être et de privilège. Les gens ordinaires y goûtaient rarement. Dans leur monde, le miel est resté l'édulcorant de choix. Pour les courtisans et les nobles, cependant, le sucre est devenu presque addictif, façonnant toute une culture de viande sucrée, de fruits confits et de fleurs confites. L'utilisation la plus frappante du sucre a peut-être été la création de maisons de banquet, de petites pièces séparées ou de pavillons de jardin où le dessert était servi dans une démonstration d'élégance et d'intimité. Ici, les tables gémissaient sous des plateaux de vitres de Mars, de massepain, de réconfort, d'écorce d'agrumes confites et de gaufrettes. Les invités se sont déplacés de la grande salle vers ces espaces pour un deuxième acte de la fête, plus léger mais non moins politique. Le banquet du sucre était l'endroit où les alliances étaient de chuchoter, les mariages évoqués et la diplomatie adoucie.
La forte dépendance au sucre a également laissé sa marque sur la santé de Tuda. À la fin du XVe siècle, la carie dentaire est devenue si courante chez les riches que les dents noircies étaient presque un symbole de statut, preuve de sa capacité à se livrer. Élisabeth la première elle-même aurait une dent sucrée, privilégiant les violettes confites et la douleur de Mars. Son sourire, assombri par la pourriture, devint un étrange insigne du luxe royal. Dans les festins de Tuda, le sucre n'était pas seulement de la nourriture. C'était du spectacle, de la médecine, de la politique et de l'indulgence enveloppée dans une perfection cristalline. Les banquets, Tuda, ne consistaient pas seulement à manger. C'étaient des performances immersives où la musique, le spectacle et l'apparat avaient autant de poids que la nourriture elle-même. S'asseoir à un grand festin, c'était être enveloppé dans un monde où tous les sens étaient engagés, la vue, le son, le goût et même l'odorat. Les divertissements ont été soigneusement choisis pour renforcer la grandeur de l'hôte et pour que le banquet reste gravé dans la mémoire de chaque invité. La musique était le battement de cœur constant de la fête de Tuda. Ménestrel, ses consorts de fiole, butins et SHS jouaient au fur et à mesure que les cours étaient amenés, remplissant la salle d'harmonie qui rappelait aux invités la sophistication courtoise. Les trompettistes annonçaient l'arrivée de chaque nouveau plat, transformant même la viande rôtie en procession royale. La combinaison du son et de la vue a transformé la salle à manger en théâtre. Les convives ne se contentaient pas de manger. Ils participaient à un événement chorégraphié. Les masques et les apparences ont ajouté une autre couche de drame. Des artistes costumés émergeaient entre les cours, interprétant des allégories ou des scènes mythologiques qui flattaient le monarque ou célébraient des triomphes dynastiques. Un masque pourrait comporter des dieux et des déesses descendant pour honorer le roi ou des acteurs habillés en vertus et vices dans un jeu moral qui renforçait l'autorité des tutors. Ces performances étaient aussi politiques que divertissantes, rappelant aux invités que même les loisirs étaient liés au pouvoir. Les bouffons ont également joué leur rôle, offrant un soulagement comique au milieu de la pompe. Leurs gibes, bien que parfois tranchantes, étaient tolérées parce qu'elles offraient un exutoire sanctionné à l'humour dans des contextes autrement rigides. Des jongleurs, des acrobates et même des dresseurs d'animaux peuvent apparaître, éblouissant les invités entre les parcours lourds. L'objectif était la variété. Les banquets duraient des heures, parfois des journées entières, et les divertissements gardaient le moral pendant que les invités digéraient. L'environnement visuel lui-même faisait partie du spectacle. Les salles de banquet étaient éclairées par des centaines de bougies et de torches, projetant une lumière dorée sur des plats en argent poli et doré. Des tapisseries représentant des batailles ou des scènes bibliques étaient suspendues au mur, rappelant aux invités la lignée et la piété de l'hôte. Même les domestiques vêtus de livrées se déplaçaient selon des motifs soigneusement répétés. Leur service est une performance de discipline et de richesse. Pour les ambassadeurs et les nobles en visite, le divertissement était plus qu'une diversion. C'était une déclaration. Un hôte qui pouvait convoquer des musiciens, des acteurs et des spectacles sur commande démontrait non seulement la richesse, mais aussi le contrôle de la culture elle-même. Nourrir le corps était impressionnant, mais commander l'art était sublime. Ainsi, les banquets Tuda ont fusionné la nourriture et le divertissement en un seul acte de théâtre, ne laissant aucun invité dans le doute. Ils avaient été témoins de la magnificence, orchestrée jusqu'à la dernière note. Aucun banquet Tuda n'était aléatoire dans sa disposition. Le plan de table lui-même était une carte du pouvoir, un tableau visible de qui comptait et de qui ne comptait pas, où l'on s'asseyait et à côté de qui était aussi important que ce que l'on mangeait. En fait, pour de nombreux invités, le vrai festin n'était pas dans l'assiette, mais dans la subtile politique de proximité avec l'hôte. Au centre de tout cela se trouvait le monarque ou noble, élevé sur un déis surélevé sous un auvent d'État. Ce n'était pas une simple décoration.
C'était une hiérarchie architecturale. L'élévation rappelait à tous les yeux dans la salle que le souverain était littéralement et symboliquement au-dessus des autres. Leur table était dressée avec les plus beaux draps et les plus grands vendeurs de sel, souvent en forme de château ou de navire. Dîner à cette table, ou même près d'elle, c'était se prélasser dans une autorité réfléchie. Plus on s'asseyait près du monarque, plus l'honneur était grand. Ceux au-dessus du sel, assis entre le monarque et le grand vendeur de sel, étaient des individus de statut élevé ou de faveur royale. Ils appréciaient non seulement des coupes de viande plus fines, mais aussi le prestige de la visibilité. Ceux qui se trouvaient sous le sel étaient assis plus loin, toujours bien nourris, mais se rappelaient de leur station inférieure. Même lors d'un festin d'excès, toutes les portions d'honneur n'étaient pas égales. Chaque détail a renforcé l'ordre. Les courtisans rivalisaient férocement pour le placement, sachant qu'être assis près du souverain pouvait signifier influence, avancement ou faveur. Être poussé à la marge était un avertissement. Une étoile à la cour s'estompait. Les ambassadeurs ont soigneusement noté leur position par rapport à leurs rivaux, lisant les sièges comme un baromètre diplomatique des priorités de l'Angleterre. Le président pourrait parler plus fort qu'un traité. La salle elle-même a souligné cette hiérarchie. Les serviteurs se déplaçaient en procession prudente, apportant d'abord les plats à la table du monarque avant de les distribuer aux autres. Les invités ont observé le rituel, comprenant que la nourriture descendait la chaîne de commandement, tout comme l'autorité. Même des gestes comme se laver les mains et verser du vin étaient étagés, abondamment suivis à la table haute, peu aux extrémités. Pour les roturiers qui n'avaient jamais entrevu de telles fêtes, les récits de disposition des sièges renforçaient l'idée d'un monde rigidement ordonné, où la place à table reflétait la place dans la vie. Le banquet Touda n'était alors pas simplement une hospitalité. C'était un diagramme vivant du pouvoir qui rappelait à chaque invité que la nourriture, comme la faveur, coulait du haut vers le bas. Les banquets Touda n'ont jamais été uniquement une question d'indulgence, c'étaient des étapes de la diplomatie, où chaque plat et chaque geste avaient un poids politique. À une époque où les traités étaient scellés autant avec des toasts qu'avec de l'encre, la salle de banquet était un champ de bataille, d'étiquette, d'abondance et de spectacle. Un festin pouvait charmer les alliés, déstabiliser les rivaux et projeter l'image de l'Angleterre comme un royaume à la fois riche et stable. Les ambassadeurs étrangers qui assistaient au banquet de Touda ont eu droit à des démonstrations calculées de magnificence. La succession infinie de plats, cygnes, chevreuils, subtilités sucrées était plus qu'une variété culinaire. C'était un message. L'Angleterre pouvait se permettre des excès même en période de disette. C'était un pays dont le monarque pouvait commander des ressources à volonté. Dîner à la table d'Henri VIII, par exemple, devait rappeler sa portée expansive, sa capacité à importer des épices d'Orient et des vins de France. Même en menant des guerres coûteuses, les banquets ont également fourni des étapes informelles pour la négociation. Alors que les traités officiels étaient signés en chambre, les relations se construisaient autour de la nourriture et du vin. Les ambassadeurs positionnés près du monarque pouvaient murmurer des flatteries, faire allusion à des propositions ou évaluer les réactions. L'atmosphère conviviale, adoucie par la musique et le spectacle, permettait d'aborder des sujets délicats avec plus de douceur que dans les salles du conseil. Se régaler à brouiller la frontière entre le divertissement et l'art de gouverner. La politique s'est également déroulée parmi les élites nationales. Les invitations à un banquet étaient des signes de faveur. L'absence pourrait être lue comme une légère délibérée. Qui était assis près du roi ou de la reine était lui-même une forme de messagerie. Un rival déplacé plus bas dans le tableau a compris leur influence décroissante. Un nouveau venu a obtenu une place près de la table haute, savait que son étoile se levait. Le banquet était un théâtre d'inclusion et d'exclusion où l'on pouvait entrevoir son destin politique dans le placement d'une chaise.
Même le choix de la nourriture avait une signification symbolique. Servir de l'esturgeon des rivières anglaises ou du chevreuil des forêts royales renforçait la souveraineté sur les terres et les ressources. Les fruits exotiques et les épices ont mis en évidence les liens internationaux. Les subtilités du sucre représentaient souvent des allégories du pouvoir, des châteaux, des couronnes ou des figures mythologiques affirmant la suprématie de Tudor. Chaque plat était de la propagande, sucrée, épicée et servie sur des plateaux d'argent. Pour le tutor, les banquets étaient alors plus que de l'hospitalité. Ils étaient des outils de gouvernance, des instruments subtils mais puissants de persuasion. Nourrir un ambassadeur, c'était l'impressionner, le submerger d'abondance, c'était lui rappeler que l'Angleterre, bien qu'insulaire géographiquement, était vaste en ambition. Les banquets de Tudor n'étaient pas des indulgences aléatoires. Ils suivaient des rythmes dictés à la fois par le calendrier de l'Église et le changement des saisons. La religion, profondément ancrée dans la vie quotidienne, façonnait non seulement le moment où les gens pouvaient se régaler, mais aussi ce qui pouvait être mangé. Les saisons, à leur tour, déterminaient ce qui pouvait être récolté, chassé ou conservé pour la table. Ensemble, ils ont créé un cycle d'abondance et de retenue qui a donné à Tudor Dining son caractère unique. L'Église catholique a imposé des règles strictes sur l'alimentation, en particulier en ce qui concerne le jeûne et l'abstinence. Les vendredis, le carême et de nombreux jours saints exigeaient d'éviter la viande. Pourtant, même dans cette restriction, les fêtes Tudor ont trouvé une opportunité. Les hôtes ont transformé les repas de jeûne en somptueuses vitrines de poissons et de fruits de mer. Anguilles, saumons, esturgeons et même des spécialités importées comme la morue salée des eaux nordiques. Des tartes et des ragoûts de poissons élaborés ont remplacé les alaisages rôtis et la venaison, rappelant aux invités que la magnificence pouvait être atteinte même dans les limites religieuses. Après la réforme anglaise, beaucoup de ces traditions ont persisté, leur pouvoir moins théologique que culturel. Les jours de jeûne faisaient simplement partie du rythme de la vie. Les saisons ont dicté la disponibilité. L'automne était la saison de la chasse lorsque le gibier à plumes et le gibier à plumes remplissaient les tables de banquet. Les festins d'hiver reposaient sur des conserves, des viandes salées, des fruits secs et de la bière forte, jumelés avec des produits de luxe importés pour compenser la rareté. Le printemps a apporté des légumes verts frais, du jeune agneau et des œufs, symbole de la renaissance célébrée lors des fêtes de Pâques. L'été était le summum de l'abondance. Des cerises, des fraises et des pois apparaissaient dans les tartes et les ragoûts, tandis que des herbes fraîches égayaient des plats autrement lourds. Servir des aliments de saison était à la fois pratique et symbolique, montrant la maîtrise du cycle naturel. Les fêtes étroitement liées à l'année morose sont devenues l'un des spectacles les plus grandioses. Noël, par exemple, était marqué par la cérémonie de la tête de sanglier, au cours de laquelle un sanglier rôti entier défilait dans la salle avec chants et fanfares. La 12e nuit comportait des réjouissances, des mascarades et des viandes sucrées. Les fêtes de Pâques célébraient le renouveau avec de l'agneau, tandis que les fêtes des récoltes honoraient l'abondance avec du pain, de la bière et des tartes regorgeant de produits d'automne. Chaque occasion religieuse devenait une occasion d'exhibition, renforçant à la fois la piété et la prospérité. Ce qui en ressort est un portrait des banquets comme miroir du divin et du naturel. Festoyer, c'était honorer la bonté de Dieu et démontrer sa capacité à l'exploiter. Même les banquets Tudor les plus extravagants étaient ancrés dans cet équilibre. Abondance tempérée par l'observance religieuse, magnificence façonnée par le cycle des saisons. Bien que la dynastie Tudor ait pris fin au début du XVIIe siècle, sa culture de festin a laissé une longue ombre sur les traditions culinaires anglaises. Ce qui a commencé comme un théâtre politique dans les grandes salles d'Henri VIII et d'Élisabeth I a fait écho dans les cours Stuart. Les salles à manger géorgiennes
et même la fascination victorienne pour les tables élaborées, le banquet Tudor dans son extravagance et son symbolisme sont devenus un modèle pour la façon dont le pouvoir pouvait être mis en scène à travers la nourriture. Un héritage était l'accent mis sur l'affichage. L'obsession des Tudors pour le spectacle, les cygnes habillés de plumes, les châteaux de sucre, les tartes qui éclataient avec des oiseaux vivants, ont inspiré les générations suivantes à considérer le dîner comme une performance. Même si les goûts culinaires se sont tournés vers le raffinement et les saveurs subtiles au cours des siècles suivants, le principe est resté. La nourriture n'était pas seulement pour se nourrir, mais pour impressionner, divertir et communiquer le statut. L'idée du plat phare doit beaucoup au banquet Tudor. Une autre marque durable était la centralité du sucre. La confiserie Tudor, avec ses subtilités et ses viandes sucrées, a ouvert la voie à la dépendance croissante de l'Angleterre au sucre au cours des siècles qui ont suivi. Au XVIIIe siècle, le thé sucré avec du sucre est devenu un rituel national, une habitude enracinée dans l'utilisation du sucre par les Tudors comme luxe et symbole. Les banquets étincelants des années 1500 ont ouvert la voie à une culture où la douceur est devenue à la fois le confort quotidien et la marchandise impériale. Les festins de Tudor ont également cimenté le lien entre le dîner et la diplomatie. L'idée qu'un banquet pouvait influencer les alliances ou communiquer le pouvoir s'est poursuivie dans les tribunaux ultérieurs. Les ambassadeurs s'attendaient à être bien nourris. Les monarques savaient que lésiné, c'était risquer de s'offenser. Même dans les banquets d'État modernes où les plats sont plus sobres, les échos de la grandeur de Tudor restent dans la chorégraphie minutieuse des cours, des sièges et de la cérémonie. Le plus durable, cependant, était peut-être la croyance de Tudor selon laquelle la nourriture reflétait la hiérarchie. La disposition des tables, la division des portions, le rituel du service, tout renforçait l'ordre social. Cette culture du rang et des privilèges a persisté longtemps après les Tudors, façonnant l'étiquette culinaire anglaise pendant des siècles. Aujourd'hui encore, la notion de table d'honneur lors de mariages ou de banquets rappelle les déis des salles Tudor. Au final, les banquets Tudor étaient plus que des excès culinaires. C'étaient des scripts culturels qui définissaient comment l'Angleterre exprimait le pouvoir, la richesse et l'identité. Bien que les cygnes en plumes et les châteaux de sucre aient disparu des tables modernes, la leçon de Tudor perdure. Nourrir les autres, c'est raconter une histoire sur qui vous êtes,